Et de retour pour une nouvelle libre antenne sur Avantinissa. Bienvenue à vous, ravi de vous retrouver. C'est donc, comme je le disais, une libre antenne, la 4e qu'on fait ensemble, et on est très heureux d'être là avec vous. Et quand je dis on, c'est Cédric qui est avec moi. Salut Cédric. Salut Brice, salut tout le monde. Et puis Sky aussi. Salut Sky. Salut tout le monde. Bon, 4e libre antenne. Il y a eu pas mal d'actualités, là, notamment avec les arrêts de championnat, on en parlera un peu plus tard. Mais avant tout ça, comme d'habitude, on va parler du championnat du Nicaragua, les amis. Eh oui. Je ne lâcherai pas avec ça. C'est devenu une habitude, merde. Ouais, c'est le running gag. Ça va être un running gag de malade, tu vas voir. Non, mais c'est incroyable. Il faut qu'on parle un peu de résultats, tu vois, on nous mette une petite compétition, quoi, tu vois. Donc il y a le Nicaragua, et le Nicaragua a joué hier, c'était entre minuit et 3h du matin, enfin du moins pour nous. Il y a le T'as regardé ou pas? Ah oui, carrément, bien sûr. Non, c'est un total mytho ce que je viens de dire. Tu nous fais du scouting après un peu? Ouais, carrément. S'il y a des bons joueurs ou quoi? Pas de souci, t'inquiète. On va aller parler à Patrick Vieira après, t'inquiète. Deportivo Cotal qui a perdu chez eux face à Municipal Jalapa, pardon. Djiridjem, voilà. 2-1 contre Walter Ferretti. Walter Ferretti qui avait mis 7-0 lundi dernier. On est en train de perdre Cédric là. J'essaye de suivre sur Flash Résultats, ça va trop vite pour moi. Ça va trop vite. Ah, mouille-toi à la nuque là, c'est violent. Managua qui fait match nul contre Real Estelí. Et au niveau du championnat, au niveau du classement, les amis, Walter Ferretti toujours premier dans la saison régulière, parce que voilà. On le sait, dans les pays. Il y a Clausura, Apertura, c'est tout ça là. Ouais, c'est les pays sud-am, ça. Ouais, c'est ça. Donc, on va dire, dans la saison régulière, c'est Walter Ferretti premier, deuxième Djiridjem et troisième le Real Estelí. Voilà, les amis, vous savez tout. C'est magnifique. C'est le championnat du Nicaragua. On va finir avec des maillots du Nicaragua, les gars. Ça va être incroyable. Non, il y a le Burundi qui joue avec un alléchant Interstar contre Ngozi City ce soir. Ça fait presque Inter Manchester City de contrefaçon. Et tu sais Burundi. Sans leur manquer de respect, c'est chaud quand même. On part loin. Le Burundi, quand même. Je sais même pas où c'est vraiment, je pense. Ouais, non, on ne saurait pas placer ça sur une carte. Voilà. Je pense pas, non. Mais tu sais que plus ça va, bon, juste pour le délire, j'ai très envie d'ouvrir une chaîne Twitch Avantinissa et essayer de balancer un live tweet un commentaire en direct de ça. Si tu payes des bières, moi, il n'y a pas de souci, je te fais les commentaires du Nicaragua. Ah bah écoute, pourquoi pas. Ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Incroyable. Revenons à Nice, revenons à la libre antenne, la 4e libre antenne d'Avantinissa. On sera dans quelques instants avec Bruno qui a fait un fanzine papier. C'est QVL Dissata. On va être avec lui d'ici quelques minutes. Avec lui, on va parler de tout ce qui est supporterisme. Et il est avec nous. Salut Bruno. Bruno qui a mis son micro en off. Salut. Ça y est, il est là. Ouais, c'est ça, c'est les jeunes de l'antenne. Voilà. Bonjour à tous. Salut. Bon Bruno, comment tu le vis ce confinement? Ah ouais, c'est particulier. Hein. Bon, après moi j'ai la chance je peux télétravailler, donc déjà je suis pas obligé de me déplacer ni rien, donc je suis à la maison, ma femme aussi télétravaille, on garde notre fille avec nous, donc bon voilà, ça pourrait être pire. Ouais. On serre les dents, on fait comme ça. Après on a une terrasse, donc on peut aussi sortir un peu prendre l'air. Oui, surtout qu'en plus de ça, le confinement c'est pas dans la pire période de l'hiver, donc c'est plutôt pas mal. Il fait bon, on va dire. Voilà. On va dire ça comme ça. Pas Boulogne-sur-Mer comme Scara qu'on a eu la dernière fois. Donc, petite dédicace à lui. Ouais, il y a de la lumière et tout, quoi. Ça aide, c'est clair. Oh là là, on va se faire des amis. Ouais. Boulogne. Beaucoup de haters à Boulogne pour nous. Bruno, depuis quand tu es supporter de l'OGC Nice? Ouais, ça fait. Moi, je suis monté au stade. Enfin, mes parents m'amenaient a priori quand j'étais tout petit, mais je n'ai pas trop de souvenirs de tout ça. Je me rappelle y aller avec mon voisin et son grand-père qui nous emmenait à l'époque. On était en D1, D2, mais pareil, c'est pas les plus gros souvenirs que j'ai. Moi, mes plus gros souvenirs où j'ai commencé à y aller, c'était entre potes quand j'avais 16 ans. C'était la dernière année de D2. Ah oui. C'est là où j'ai commencé à aller en 2001. Ouais. Mes derniers souvenirs, c'est ces matchs-là, c'est le Châteauroux sous la pluie, là, le match constamment, quoi. Ouais, magnifique. Qui nous fait monter, quoi. Et le match. Et après, j'enchaîne direct. Mon premier déplacement, c'est le dernier match de l'année où on part à Laval, quoi. J'étais même pas majeur.
Et on est parti à Laval pour on était déjà monté, enfin on était déjà pas qualifié, mais on était déjà promu. Ouais. Je crois que si je me rappelle bien, c'était pour du beurre, mais on y est quand même allé en bus. Pour faire la fête. C'était cool, mais voilà, ouais, c'était avec des potes, quoi. Ah ben, des bons souvenirs. Ouais, les meilleurs souvenirs, généralement, c'est comme ça. Bruno, tu voulais parler de quoi avec nous ici dans cette libre antenne d'Avanchinissa? Ah bah on peut parler du fanzine que j'ai dit, si vous voulez. On va parler des Disata quand même. On peut parler de plein de choses, parce qu'après il y a aussi tous les ultras en France qui font plein de choses intéressantes aussi à leur niveau, même à Nice. Donc on peut parler de. Parlons. Commençons par Disata pour ceux qui le connaissent pas encore, parce que bon, ça commence à être connu. ouais, non, ça va, c'est pas trop mal. Disata, c'est un fanzine qu'on a. Alors un fanzine, c'est un petit magazine de supporters format A5, donc petite taille, qui est édité depuis le début des mouvements supporters en Europe, mais en France en tout cas pour ce qui nous intéresse. Donc c'est début 90, et après il y a une longue période, l'apogée c'est un peu 95 jusqu'aux années 2000, et puis derrière avec les réseaux sociaux, les sites internet, les forums, un format papier édité, ça va un peu péricliter en fait, ça va un peu baisser. Et là, c'est en train un peu de revenir parce que malgré tout, c'est un objet qui permet de bien garder les souvenirs, un peu plus que des sites internet ou des forums qui disparaissent. Et donc nous, moi, je l'ai collectionné, j'en avais déjà un bon paquet depuis longtemps. Et puis là, on a eu envie d'en refaire un cette année. On en avait déjà fait à une époque, on était en tribune nord. Et on voulait en refaire un, mais sous un format un peu différent, en se posant les questions de pourquoi ça avait un peu arrêté et comment on pouvait avoir un format qui allait plus durer. Donc on a fait un format qui est plus ouvert, qui dépend pas d'un seul groupe ultra, parce que d'habitude c'est plutôt ça l'idée. C'est l'histoire, c'est un magazine qui prend des comptes rendus et qui garde des souvenirs d'un groupe ultra. Nous on a voulu le faire plus généraliste et toucher tout l'ensemble des supporters. Donc on s'intéresse pas spécialement à l'aspect tactique ni quoi que ce soit parce que c'est pas le bon format, mais à tout ce qu'il y a autour en fait pour garder une trace de l'idée, c'était de faire toute la saison. Bon, je ne sais pas comment ça va finir cette affaire, mais donc on a commencé cet été, donc en septembre, et là le numéro 4 est arrivé de l'imprimeur il y a une semaine, mais bon voilà, il est bloqué chez moi pour l'instant pour essayer d'éviter de saturer les livraisons, les postes, et voilà. Et donc il devait rester un numéro 5. On va voir comment ça se passe. Mais t'as fait un beau geste pour le numéro 4. Il y en a un que t'as distribué quand même. Ouais, voilà. Bon, c'est parce que j'ai un ami qui travaille à l'Archer, et donc du coup, effectivement, c'est mon voisin aussi, donc je lui en ai passé un. Il habite à Nice Nord aussi, donc on en a donné un. Le seul qui est sorti de chez moi, il est à l'Archer, quoi, dans leur salle de pause. Donc c'est bien un beau geste, hein, c'est clair. Et comme tu disais tout à l'heure, en 2020, avec l'époque des réseaux sociaux, des sites internet et tout, j'imagine que vous devez être content de voir quand même que ça marche, que ça attire et tout. Parce que c'est un format qui est quand même compliqué quand il pense. Donc j'imagine que vous devez être content quand même. Ah quand on a eu l'idée de le refaire, c'est parce que moi j'avais vu, en fait, j'étais en contact avec pour d'autres projets où on les recense au niveau national et tout, c'est indépendant de Nice et tout, où j'avais vu que maintenant en fait c'était dommage qu'avec les moyens qu'on a aujourd'hui que ce soit mort en fait, parce qu'en fait maintenant c'est 10 fois plus facile d'aller interviewer quelqu'un. Nous on a interviewé des auteurs de livres et tout, il y a 10 ans en arrière, comment je contactais ces personnes-là, c'est impossible quoi. Là je lui envoie un message sur Twitter, un mail ou quoi, le mec me répond, la plupart du temps il joue le jeu. C'est pareil pour plein d'autres choses quoi. Tu peux interviewer un groupe qui fait un autre fanzine dans une autre ville, un autre pays ou n'importe où, c'est 10 fois plus simple qu'avant, et en fait au final, on s'en servait pas. Et pareil, on a 10 fois plus de moyens pour la mise en page. Avant, les tout premiers que même moi, j'ai même pas connu directement. C'était des gens qui écrivaient au stylo et qui faisaient des photocopies en noir et blanc, quoi. Donc, maintenant, on a des ordinateurs et tout. On peut mettre des photos et on s'en servait pas. Donc, c'est ça qui était dommage. Donc voilà, on s'est dit, moi, en tout cas, à titre perso, je me suis dit, putain, c'est dommage avec tous les moyens que j'ai maintenant, on pourrait faire un truc un peu propre et on le fait pas. Après, entre le dire et le faire et se dire ça va marcher, c'était pas gagné. Donc quand on s'est lancé là-dedans, on a dit qu'on ferait 2 numéros, donc septembre et novembre, et qu'après on verrait si soit on est complètement à côté de la plaque, ou faut vraiment se dire que les fanzines c'est mort et ça marchera plus et il faut abandonner, soit on insiste et puis voilà. Et au final en fait ça a marché encore plus vite que ce qu'on croyait, hein, parce que le premier on avait fait 250 exemplaires quand on avait parlé avec Sky, on a commencé par une interview
C'était sans le projet, 150, c'était rentable déjà à peu près. Ouais, on était parti pour en faire 100, puis finalement, on avait un peu d'engouement autour. Les gens nous disaient non, c'est une bonne idée. On a fait 250 de suite, on a refait 50 de plus, et donc on en a vendu 300 quoi. Donc le premier et le deuxième, il y en a plus du tout quoi. En fait, on en a plus de disponibles. Le troisième, il doit en rester une 50, soixantaine là qui vont s'écouler avec le reste quoi. Et voilà. Donc là, du coup, le 4 vient de sortir. Mais non, franchement, c'était pas gagné. Je remercie tout le monde de l'effort quoi. En fait, tout le monde s'est intéressé, nous a fait des retours positifs, constructifs, et a participé à ce que l'histoire elle continue, parce que sinon on aurait on n'aurait pas insisté non plus. On n'est pas des. Oui, j'allais dire, t'as quand même eu je vais pas dire des petits moments de célébrité, mais t'as fait le tour radio, club. Du coup, ça a été quand même, c'est une initiative qui était bien accueillie, y compris en dehors des tribunes. Ouais, parce que ça, c'est ça que je m'y attendais pas en fait. Moi, j'étais assez fier de ce qu'on allait faire. J'étais content du contenu que j'y avais mis, mais je m'étais dit. En plus, le produit final, il est. Non, mais je m'étais dit. Il est propre, mais il est plus que propre. Hein. Je m'étais dit, je vais toucher, les autres collectionneurs en France, parce qu'il y en a plein d'autres avec qui je suis en contact, qui nous en ont pris aussi. Il n'y a pas que des Niçois, mais qui eux allaient me dire, c'est bien, c'est un bon truc et tout, tu vois. Mais j'avais peur que ce soit resté dans une niche un peu fermée et qu'on n'allait pas forcément toucher. Au final, en plus, à la table, déjà, on l'a fait un peu dans notre coin. On est allé voir le club après coup, ça c'était déjà pas génial non plus, mais bon. Mais eux, je m'attendais pas à leur retour non plus. En fait, quand on les a contactés, on avait tous les magazines sur les bras, on les vendait un peu vite fait autour du stade, pas à la sauvette, mais bon, voilà quoi, en se donnant rendez-vous vite fait sur les parkings. Et en fait, on s'est dit non, mais il faut qu'on le vende dedans, parce qu'on va jamais y arriver à écouler autant de numéros comme ça, c'est trop galère. Et donc en fait, j'y aurais fait un mail et ils m'ont demandé ils m'ont de suite dit viens, passe à son entraînement, nous en parler et tout. J'ai été reçu par Nicolas Bernard et Virginie Rossetti, et l'accueil a été génial quoi. Enfin, je savais pas trop à quoi m'attendre en plus au début. Je me suis dit bon, qu'est-ce qu'ils vont me dire et tout. J'étais plein d'arguments pour dire non, mais je vous assure c'est une bonne idée et tout. Et en fait non, ils ont vu le produit, ils l'avaient je leur ai donné un. Et en fait, ils étaient, pas sourdis, j'exagère, mais ils étaient agréablement surpris et étonnés, et ils étaient contents, en fait, qu'il y ait ça, en fait. Ils étaient contents qu'il y ait une initiative comme ça, que ce soit produit et que... D'expérience, ils accueillent souvent bien les initiatives des supporters, parce que bon, ça participe à la vie, certes pas au même niveau que le club, le community management, tous les événements qui sont organisés officiellement par le club, mais ça fait participer, ça participe à la vie du club, ça participe à son image auprès des autres supporters en France, comme tu disais, collectionneur de fanzines dans ton cas. Après, quand tu fais une émission de radio, participe un peu sur les réseaux sociaux, tout ça a une bonne image du club. Donc après, ils auraient pu dire bon, t'es qui, on te connaît pas, mais c'est vrai que c'est aussi à mettre au crédit du club que tu as reçu cet accueil positif. Et puis la preuve, on en parle bien. Ou même ils auraient pu ne pas répondre, c'est clair. Ouais. Oui. Laisser en vue. Ouais, nous reprocher un peu de l'avoir fait comme ça sans les prévenir, de les mettre un peu devant le fait accompli. C'est vrai que, ça m'aurait pas choqué qu'on ait un accueil un peu plus froid, en tout cas. Bon, vraiment, vraiment agressif, ça m'aurait un peu gêné. J'aurais pas trop compris, mais un peu plus froid, ça m'aurait pas choqué des masses. En fait, non, ils nous ont juste, on l'a feuilleté ensemble, je leur ai expliqué le concept et tout. Ils m'ont dit non, mais en plus, il y avait aucun rapport avec le OGC Nice-Mac qui sortait à chaque match, en fait. Il y avait pas ça se mangeait pas les plates-bandes. Ils nous ont juste demandé si on comptait faire de la pub et tout dedans. Et en fait, nous, par essence, le fanzine, il a un petit côté indépendant, donc on leur a dit que non, on voulait pas. Et puis, j'en profite pour remercier. Il y en a plein il y en a quelques-uns qui nous ont demandé de faire de la pub dedans pour nous aider. On a gentiment refusé parce qu'on voulait s'en sortir tout seul, mais c'était déjà super sympa de nous proposer ça. Et en fait, même quand le club nous a dit ça, en fait, c'était juste pour être sûr que s'il y avait de la pub dedans, ça allait pas à l'encontre de leur sponsor à eux. Oui, que leur image soit pas associée aussi à quelque chose dans du il y avait peut-être ça aussi, mais ils nous ont pas dit, en tout cas, ne faites pas de pub dedans, mais en tout cas, ça, c'était le seul truc où s'il y a de la pub dedans, faut nous en parler pour savoir si c'est un truc qui passe ou si c'est pas, nous, on est déjà sponsorisé par machin, donc vous allez pas faire de la pub pour machin, et puis voilà. Donc, voilà, c'est la seule petite contrainte qu'ils nous ont mis, et après, ils ont été super sympas, ils nous ont dit que si on avait besoin de numéros, de contacts, pour appeler des gens, des anciens joueurs, des trucs comme ça, et ils nous aideraient, quoi. Ils ont été top, et là quand on les a recontactés pour le numéro 3, on était en contact avant, mais pour le numéro 3 on les a contactés pour parler du déplacement à Toulouse, en fait, du Mefi Club avec les enfants. Et du coup ils ont répondu à toutes nos questions, ils nous ont mis en relation avec un parent et un enfant qu'on allait interviewer pour qu'il nous raconte son petit déplacement et tout, et c'était top quoi. Une belle expérience en tout cas.
Ouais, là, il n'y a rien à leur reprocher. Hein. Enfin, là-dessus, ils pouvaient pas plus nous aider, en tout cas, que ce qu'ils l'ont fait. Hein. Ils nous ont ils nous emmènent une table pour pouvoir vendre des magazines à chaque match. Ils sont hyper réactifs. Là-dessus, rien à dire. Hein. Il y a beaucoup de clubs qui aident comme ça ces supporters. Enfin, toi qui as un peu de contact avec d'autres ultras, etc. Tu as beaucoup de... Ah bah, écoute, ouais. Il y en a pas. Non, déjà, on peut assez vite répondre. Il y en a pas tant que ça. La relation, c'est toujours un peu tendu avec tous les supporters et tout. Après, t'as plein de cas particuliers. Mais tu vois, par exemple, le coup l'anecdote sur le Messi Club, quand les enfants ils sont passés là-dessus. Moi, j'étais en contact avec certains gens à Bordeaux parce qu'à Bordeaux, ils ont ressorti un fanzine national qui traite de toute l'actualité des supporters français en général, qui s'appelle Gazeta. Donc on a été en contact avec eux parce qu'on les a interviewés dans le 3 et direct il m'a envoyé un message quand on a parlé de ça ou je sais plus trop comment. Et il m'a demandé en fait comment ça se passait pour le déplacement des petits en fait. Si c'était tout le club qui payait, si c'était comment ça se passait parce que lui il était super étonné de cette initiative et tout. Et donc bon du coup à l'époque j'avais pas les réponses mais après quand je lui ai dit que c'était le club et tout qui avait tout pris en charge, qui avait tout géré, les bus, les machins et tout. En fait, il était super étonné quoi parce que surtout Bordeaux avec la période actuelle. On parlait en antenne de la période actuelle de Bordeaux justement où effectivement c'est peut-être pas le meilleur exemple mais eux ils sont en galère complète ils étaient complètement abasourdis qu'un club puisse participer comme ça pour emmener des enfants parce que alors c'est beau ce qu'ils ont fait, il y a pas que le coût financier, il y a quand même aussi le coût en temps et l'organisation comme ça, c'est pas juste affréter un bus pour des majeurs que tu peux envoyer comme ça, débrouillez-vous et compagnie. C'était quand même toute une organisation et c'est beau de l'avoir fait en tout cas en plus pour les enfants. Moi j'imagine à leur place, j'aurais eu 10 ans, j'aurais été comme un fou de faire ça. Mais c'est vrai que niveau communication, événements, tout ça au club, il y a eu, je pense qu'ils ont fait vraiment des efforts dessus pour que ça marche et c'est récompensé, ça fonctionne. Les supporters ils sont contents, les réseaux sociaux ça les félicite assez souvent pour ça d'ailleurs. Donc franchement ils ont des prix, il y a des prix en relation avec la presse nationale. Quand je me souviens l'autre jour on a eu il y a une interview de Virginie Rossetti du coup dont tu parlais tout à l'heure qui est historique pour le coup qui est là depuis des années, c'est quoi 10-15 ans facilement qu'elle est là. Ouais. Je me souviens encore quand on regardait les conférences de presse de présentation des joueurs, c'était entre deux bureaux à l'arrache, t'avais la porte qui grinçait. Je me souviens même des photos avec la bouteille de Ricard en fond et tout quoi. Enfin, tu te dis mais le chemin qu'on a traversé aujourd'hui, t'envoies des gamins faire 600 bornes pour suivre un match de foot et tout, je pense qu'on peut unanimement saluer le club là-dessus. Je pense que personne n'a trouvé le moyen de les critiquer sur ce genre d'action de toute façon. Ça serait très chiant de faire ça. Je pense. Il y a toujours des gens qui râlent. Pour nous les premiers. Mais c'est pas pareil. Pas sur en tout cas. Voilà, c'est ça. C'est le principe de râler des supporters. C'est comme ça. Mais non, là-dessus, faut quand même aller les chercher pour aller leur reprocher des trucs quand même sur cette organisation. Et c'est beau qu'ils soient restés là, quoi. Effectivement, c'est des gens. Virginie, elle était là à l'époque du rail et tout. Et c'est beau parce qu'on a été racheté plusieurs fois. On prend une autre dimension, mais elle est quand même toujours là. Et je pense que tant que ces personnes-là, elles resteront à des postes un peu, comme ça, on gardera quand même une attache un peu plus culturelle que ce qui s'est passé dans d'autres clubs, en fait. Totalement. Ouais, c'est vrai qu'il faut garder cette âme-là à Nice, quoi. C'est ce que les supporters demandent en plus. Ils savent, ils peuvent très bien qu'à Nice, il y a cet engouement pour ça, ce côté historique, familial. Si on perd ça, on perdra beaucoup, je pense. Puis pour moi, c'est clairement une force, quoi. En fait, en t'en privant, tu te mets un désavantage tout seul, quoi. Si tu veux oublier tout ça, les messages en niçois, notre culture, notre identité, c'est notre force. Il n'y a pas beaucoup de clubs qui ont cette particularité-là en France. T'as les Corses, t'as un peu certains Bretons, mais les Bretons, ils sont quand même pas tous ils jouent pas tous la carte de Bretagne à ce niveau-là, mais donc nous, c'est une fierté. Faut l'utiliser, s'appuyer là-dessus et faire rentrer les enfants avec le Messi Club, comme Nicolas Bernard, qui travaille avec elle, il m'a dit à la fin de l'interview, il m'a dit on cherche pas à en faire tous des ultras ou des supporters à fond qui vont se déplacer tout le temps, mais c'est juste on essaye de leur donner des bases de connaissances, de choses pour que si demain ils regardent les tribunes de groupe ultra, ils les regardent peut-être pas avec un œil négatif sans a priori parce que t'as aussi connu ça, tu vois. T'as peut-être le surcapot des groupes dedans, sur un groupe de 50, t'en as 2 qui deviennent des leaders de groupe, déjà tu as marqué en un seul match une empreinte durable sur la vie de tes tribunes. Donc
Et puis chacun évolue de sa façon, mais garde une bonne image et d'arrête de confronter. Parce que souvent, on affronte souvent les types de public, tu vois, les ultras d'un côté, les supporters classiques de l'autre et tout. En fait, au final, on a un peu trop tendance à vouloir diviser tout le monde, en fait. Donc que tout le monde est là pour la même chose, le vit à sa façon différemment, en fait. Et ce qu'on a voulu aussi faire avec le magazine, c'est de dire que on parle pas que des ultras. En tout cas, on essaie de toucher toutes les populations. Chacun peut-être va pas aller lire avec le même angle le fanzine quand il le lit, mais tout le monde s'y retrouve, quoi. Et en fait, Nice, c'est ça, quoi. On n'a pas la prétention de, puis on n'a pas non plus un public de foot ou je sais pas comment tu vas appeler ça, mais non, on peut pas se permettre de priver sur le public. Voilà, on peut pas se priver d'une certaine partie de population, c'est pas possible, quoi. On n'a pas un réservoir de 50 000 houles qui va remplir le stade quoi qu'il en soit, en fait. On voit bien cette saison où, sans que les résultats soient catastrophiques et avec le rachat, tout ça, mais dès que le jeu va un peu moins bien et qu'il y a un peu des tensions autour du club, t'as perdu 5 ou 10 000 supporters de moyenne et ton stade, il est à moitié vide. Donc, vraiment, on peut pas se permettre de faire les difficiles sur le type de public. Même si ça fait chier de voir qu'on est 35 000 face à Paris ou face à Marseille, parce qu'on sait très bien que, du coup, ces gens-là, ils viennent plus. Il n'y a pas 35 000 Niçois. Il n'y a pas 35 000 Niçois. Je sais qu'il n'y a pas 35 000 Niçois. Puis tu les vois courir dans les coursives après, donc tu sais bien. Non, mais après, ce que tu disais pour le Messi Club, Bruno, et puis surtout aussi, quand tu fais vivre un truc comme ça, une expérience comme ça à un enfant entre 6 et 10 ans, tu sais que peut-être tu vas l'accrocher pour les 60 prochaines années au stade parce que tu l'as fait vibrer, tu l'as fait découvrir quelque chose. Et puis il va se découvrir un amour pour le club, pour le gym, pour voilà. Pour nous tous, ça a commencé par un match, que ce soit à la télé ou au stade. Exactement. Ça a commencé par un souvenir au stade. Voilà, donc on est tous capables de nommer notre premier match, tu vois. Et puis. Mais voilà, donc tu te dis ce moment-là, il peut écrire comme tu disais tout à l'heure des super belles choses pour ces enfants-là. Donc franchement, c'est top. Développer une passion, une expérience de dingue surtout à cet âge-là, parce que tu vois les choses en grand quand t'es jeune et tout. Donc c'est juste énorme ce que propose le club en tout cas. Ah mais c'est ça, moi à 7-8 ans, tu m'aurais mis comme ça au bord de la pelouse avec les joueurs à 3-4 mètres qui font leur entraînement et qui viennent te taper dans les mains et tout. On aurait tous été comme des dingues. C'est clair. Ça crie un peu derrière. Futur Ultra. Ouais, ça crie un peu. Il y en a qui ont envie d'aller en tribune. Ouais, c'est chez moi ça c'est chez moi. Le manque est trop gros pour le foot. Ouais, c'est ça. Mais mêlé devant le championnat du Nicaragua, ça ira mieux. C'est trop tôt là, ça n'a pas commencé encore. Ça n'a pas commencé. Bon, on va un peu parler football aussi avec Tom dans quelques minutes. Il sera avec nous à l'antenne dans cette 4e libre antenne d'Avanti Nissa. Bruno, la saison de l'OGC Nice, tu l'as perçue comment? Est-ce que pour toi c'est une bonne saison? Non, bonne saison, non. Pour moi, non, je peux pas dire que c'est une bonne saison quand même. Après, si on se base sur le sportif et tout, je m'attendais à quand même mieux. Alors, j'entends les saisons de transition. Ok, c'est nouveau, on n'a pas eu le temps de recruter et compagnie, mais je me dis quand même qu'on aurait pu faire mieux avec ce qu'on avait, quoi. C'est pour ça que me dire que bon, on a fait du mieux qu'on pouvait, je pense pas en fait, tu vois, parce que je pense que si tu prends chaque joueur individuellement, ils ont quand même des qualités. On a quand même un effectif assez cohérent, sauf que j'ai l'impression qu'on n'a jamais réussi à le faire jouer ensemble, à tirer le meilleur de chacun et à créer un jeu collectif ou quoi que ce soit en fait. C'était quand même. Alors moi, je tapais tous les matchs, j'ai pas fait mais je comprends. Je peux arriver à comprendre que certains on pouvait plus quoi. Il y avait quand même des matchs hyper durs, hyper compliqués. La reprise en janvier là avec les matchs de Coupe de France là, c'était deux bien durs là, Red Star et Fréjus là, fallait se les enfiler quoi. C'était franchement il y avait rien du tout quoi. Après, on va pas se mentir, je parle sous contrôle de Cédric avec qui je suis en tribune, mais on y allait même plus pour le match quoi au bout d'un moment. C'est ça. Tu y vas en espérant qu'il se passe un truc, et il y a certains matchs où on a eu des bonnes surprises, mais il y a plein de matchs où on a dit vas-y, on vient, on se claque la bise. À l'époque, on avait encore le droit. Voilà, on se voit, on passe un moment entre potes. Bon, on est quand même content de monter au stade. On râle à la fin, mais c'est un peu l'effervescence du match quand même au début. Mais sans y croire de toute façon. Ah ouais, c'était compliqué. C'était très compliqué. Encore comme tu dis, voilà, au stade, il y a le truc de dire je monte au stade, je vais voir les collègues, on va rigoler et puis voilà. Et par contre à la télé, certains matchs comme tu disais tout à l'heure de coupe, même Le Mans, tout ça là, malheur quel match. Il y a eu des trucs mais c'était infâme à regarder.
Tu te dis si t'es pas un acharné de Nice, mais tu peux pas regarder ça. C'est impossible. C'est impossible. Donc après bon. De quoi, pardon, Brice? Les matchs de coupe, c'est toujours différent. C'est pas la même. Ah oui, non, mais là, mais quand tu te fais fêter au Mans, quand même si les matchs sont différents, tu prends 3 buts au Mans, c'est pas possible, quoi. Ouais, puis en plus, moi, je me rappelle, on s'est même pas fait rentrer dedans, ni quoi que ce soit. C'était pas non plus fou. Tu mènes, tu dois pouvoir dérouler et tout, te détendre. Et là, t'as l'impression que même quand tu mènes au score, en fait, t'es toujours aussi stressé, t'es toujours aussi capable de rien, en fait. Et tu te relâches même pas pour essayer de proposer autre chose, quoi. Parce que j'ai pas l'impression. On n'a même pas été inquiété sur ces 2 matchs, quoi. Franchement, on pouvait pas. Les autres en face, on dirait qu'ils avaient pas joué. Non, mais c'est vrai que même ce qu'il dit Brice par rapport au match de coupe, c'est vrai parce qu'il y a toujours des matchs un peu compliqués, ou des surprises et compagnie. Mais par contre, le Mans, par exemple, moi je reparle de ce match parce qu'il m'a fait faire des cauchemars ce match, je pense. Mais tu t'es fait rouler dessus. Ouais, tu t'es fait rouler dessus par le Mans, quoi. Je veux dire, sans leur manquer de respect, quoi que ce soit, mais tu vois ce que je veux dire? On connaissait pas un joueur et on s'est fait littéralement violer par 11 morceaux, quoi. Mec, ils ont manqué de respect pour le coup, clairement. Je veux dire, c'est quand même, enfin, voilà. Donc, je dirais à partir de quand tu te remémores des matchs comme ça, et puis il y en a eu en championnat aussi, hein, des matchs où on a été très très dégueulasse, hein. Donc c'est sûr que difficile de dire que après, malgré le classement, hein, mais difficile de dire que tu fais une belle saison. Voilà. Au classement, tu te fais un peu sauver parce que le championnat il est un peu bizarre et que au final encore t'es jamais largué en championnat en termes de points, mais en termes de jeu et d'esprit collectif et tu me dirais qu'on commence la saison là maintenant en fait le niveau jeu qu'on propose qu'on soit en septembre, ça me choquerait pas, quoi. J'ai pas l'impression qu'on ait progressé depuis septembre. Même depuis la saison dernière, hein. On n'a pas progressé depuis Vieira, en fait, tout simplement. Ouais. À la limite, l'année dernière, tu vois, l'année dernière, j'entendais effectivement, il avait pas du matos de fou à sa disposition, il avait pas d'attaquant, enfin, c'était compliqué, ok. Et là, pour moi, il avait quand même des joueurs pour faire mieux que ce qu'il a fait, quoi. Ouais, bah après, regarde quand tu vois Reims cette année, ils ont pas non plus l'effectif du Barça, tu vois ce que je veux dire? Et même Rennes, hein. Enfin, Rennes, ils ont plus de moyens que nous, ils ont des joueurs un peu plus confirmés, mais c'est pas comme si tu étais 6e derrière Paris, Lyon, Marseille, Monaco, Lille, tu vois, où tu disais les gars, intouchables, t'es derrière les 5 plus grosses équipes de Ligue 1, point. Enfin, on a notre place. Là, t'es derrière Rennes, Reims, t'as lutté avec Strasbourg pendant un moment et tout, tu te dis voilà, quoi. Quand tu vois Monaco qui était à la cave complète. Pardon, Brice. Vas-y, je t'en prie, vas-y. Ouais, non, je disais que, pour redire le championnat, comme il disait Bruno, qu'il était bizarre, quand tu vois Monaco qui était à la cave complet et que, maintenant ils sont complètement relancés et que ça va beaucoup mieux, tu te dis vraiment le championnat, il y avait tellement mieux à faire, en fait, en faisant quelques matchs, où juste, en fait, les joueurs, ils auraient eu plus envie, vraiment le truc il manquait, des fois, on parlait du stade tout à l'heure avec Sky, des fois, dès le début du match, tu sens de suite que il se passera rien, quoi. Il y aura rien pendant 90 minutes, en fait. Et voilà, il y a trop de matchs où on a senti ça, en fait, pour y croire plus souvent. Ça s'est quand même bien réveillé dans certaines deuxièmes mi-temps, quand même. On peut pas dire. En fait, oui, ou l'inverse, quoi. Parce que face à Nîmes, tu te fais fesser en deuxième mi-temps, justement. Ouais. Ouais, c'est vrai aussi. Ouais. Et on va pas faire du sport de la saison après. Et voilà, bref, tu mènes 2-0, tu te fais rattraper 2-2, donc il y a eu un peu de... Non, ouais, en fait, il y a souvent eu, comme tu dis, un peu de contenu, soit en première, soit en deuxième, mais ça a été tout le temps... il y a eu des très bonnes demi-heures, mais ça n'a pas toujours su gagner comme face à Monaco. Il y a d'autres matchs où ça te fait perdre, quoi. C'est compliqué, mais bon. On verra en tout cas si la saison va se terminer. On va en parler d'ailleurs avec Tom. Je ne sais pas s'il est là avec nous. Il n'est pas encore là avec nous dans cette libre antenne. On l'appelle. On l'appelle. Il faut savoir un truc, c'est que vous ne le voyez pas, mais on va vous parler un peu de ce qu'on fait nous. C'est que c'est Sky qui fait ma standardiste à distance. Je fais le standardiste, ouais. Pourquoi là, tout de suite du sexisme là, c'est le standardiste. Oui, pardon. Autant pour moi, désolé. J'ai déjà madame qui me castre à la maison, ça suffit, quoi. C'est pas... Oh là là. Ça tire à balles réelles. Ça tire à balles réelles. Règlement de compte direct. Elle est à côté de moi, elle est en train de mimer des trucs, je sens que je vais passer une bonne soirée. On va dire bienvenue à Tom, du coup. Salut Tom. Salut Tom.
Comment vas-tu? Salut. Comment vas-tu, Tom? Ça va. Écoute, on vit le confinement tranquillement. En n'ayant aucune note, ça se termine. Oui. Mais ça va. On l'espère le plus rapidement possible. Ça voudrait dire que cette merde de virus est très loin et ne fera plus de ravages comme le fait depuis le début, en tout cas. Ouais. Ça, c'est clair. Les Italiens viennent de tomber. Ils sont plutôt favorables vers une accalmie. Donc, écoute, on va voir comment ça va être ensuite. Pourvu que ça continue cette accalmie, en tout cas. Tom, tu es supporter niçois depuis combien de temps? Depuis tout le temps, toujours. Allez, on va dire 25 ans que je vais au stade à peu près. 25 ans, pas mal. Ouais, je vais avoir 35 ans cette année et c'est vrai que j'ai pas la chance entre guillemets d'avoir mes parents qui m'ont amené au stade, donc j'ai dû un peu y aller par moi-même et les premières fois où j'y suis allé c'était avec mon club de foot qui était le Cedaximi à l'époque. Le club du Golioris. Le fondateur du Go, c'est ça. J'ai joué une saison avec lui quand il était en Benjamin première année, moi j'étais en Benjamin deuxième année. Un ancien coéquipier du Golioris. On monte en gamme dans cette émission. Ouais, c'est beau. On n'aura pas plus Hugo directement dans quelques émissions. 2-3 numéros et Hugo va venir, il n'y a pas de souci. Ouais, c'est ça, c'est bon, on est bien. Après, j'ai pas la prétention d'avoir le même niveau que lui, ou même à ce niveau-là, même à son âge. Donc, ça aurait été du gâchis, t'as vu, son niveau n'empêche de pas l'avoir exploité quand même. Ah, c'est clair. Comme disent les blagues en ce moment, vous savez, j'aurais pu être pro, mais le coronavirus, c'est ça. Ouais, voilà, c'est ça. Après les ligaments croisés, t'as les... C'est ça, le coronavirus, c'est le nouveau ligament croisé. C'est ça, dans 15 ans, on aura droit à ça. À 15 ans, j'étais aux portes de l'équipe de France, et puis voilà. Coronavirus. Tu connais. On en rigole, mais ouais, vaut mieux en rigoler un petit peu quand même, malgré tout. Ouais, on n'a pas le choix, là. Il faut. Ouais. Faut garder la forme, faut garder le rire. Première fois au Ray, il y a à peu près 25 ans, ouais, quand... Je crois que mon premier match, ça devait être un Nice-Lens ou un Nice-PSG. Les Nice-Lens de l'époque, ça devait être pas mal, ouais. Nice-PSG, je crois qu'on avait perdu 2-1, il y avait Djorkaeff qui avait marqué. Ah oui, quand même. C'est notre génération. Un long moment, ouais. C'était une très belle génération. On en a pris des plus lourdes. On en a pris des plus lourdes, rien. Ah oui. On en a vu des belles aussi. C'est vrai. Et j'espère qu'on en reverra d'autres du côté de l'Alliance Riviera. Mais bon, là, confinement oblige, pas de match. Il y a un truc qui s'est passé là dans les derniers jours. La Belgique qui a mis fin donc, à son championnat. Le Cercle Bruges est donc devenu champion le club de Bruges. Alors, Club Bruges. Club Bruges. Club Bruges. Le Cercle Bruges, ils sont en train de mourir là. Donc, c'est le club qui est affilié à Monaco, un truc comme ça. C'est la réserve de Monaco. Oui. En plus, donc le club Bruges, qui est donc sacré champion. Là, tout à l'heure, on en parlait un peu hors antenne. Le président de Brest, qui veut lui aussi que le championnat se termine comme ça, le championnat de la Ligue 1. Aujourd'hui, pour toi, quelle est l'issue le plus logique, on va dire, pour ce championnat? Pour la Ligue 1? Ouais, la Ligue 1, ouais. Ouais, pour moi, la Ligue 1, elle doit se terminer. J'aime bien l'idée de River, de Villas-Boas, de finir la saison quoi qu'il arrive et de toute façon de repartir en février, puisqu'il va y avoir le mondial au Qatar en 2022. Ouais. Donc ça peut être aussi une bonne opportunité de créer un bouleversement complet des calendriers, puisque de toute façon il y avait cette échéance-là. Pour moi, il faut terminer la saison, quitte à la terminer en septembre-octobre. Après, ça va poser pas mal de soucis annexes. Je pense notamment, si on fait un début en février, quid de la préparation? Parce que la préparation, ça veut dire faire une préparation soit très loin aux Émirats ou au Maghreb ou en Espagne du Sud. Et ça, les clubs amateurs ne vont pas pouvoir le faire, puisque de toute façon, les clubs amateurs vont devoir se caler sur les dates des pros. Puisque forcément, il y a les montées des clubs de régional en National 3 et après National 3, National 2, etc. Donc,
Ça, c'est la première chose. Après, la deuxième question, c'est quoi faire aussi avec les championnats amateurs, parce qu'il y a des équipes qui rêvent de monter cette année, et est-ce qu'on peut les laisser monter dès cette année? Est-ce qu'il faut qu'il y ait des descentes? C'est vrai que ça va être ça aussi la problématique du monde du football en général. Là, c'est on parle beaucoup des droits télé au niveau professionnel, et ça va se régler. On sait qu'il y a notamment River avec d'autres présidents de Ligue 1 qui sont partis négocier avec Canal+ aujourd'hui. Mais au niveau amateur, où il y a une économie qui est encore plus fragile, bon, qui est pas dépendante des droits télé du coup, mais des entreprises locales, des mairies, tout ça. Toi qui as un peu par ton passé par ActuFoot, qui a une connaissance en tout cas déjà supérieure à la nôtre du monde amateur, c'est quoi l'impact du coronavirus? Ce serait quoi l'impact d'un décalage du calendrier à l'année prochaine, comme ça, sur l'organisation, le compte? Est-ce qu'on risque d'avoir une l'hémorragie dans les divisions inférieures de clubs qui vont déposer le bilan, ou est-ce que y avoir un mécanisme fédéral de solidarité, par exemple? Alors déjà, l'impact, il est énorme. On sait qu'on arrive au printemps et notamment aux vacances de Pâques la semaine prochaine pour nous. Et les vacances de Pâques qui sont synonymes du début des tournois. Or, les tournois, pour de nombreux clubs amateurs, ça représente une rentrée d'argent qui peut être jusqu'à 10 000 € sur un week-end. Pour les plus gros tournois, voire peut-être même un peu plus. C'est aussi une prestige en termes d'image, donc c'est la possibilité d'aller chercher des licenciés la saison d'après. Donc ça, c'est déjà une grosse perte. Alors la Ligue a lancé un recensement auprès des clubs. Alors je parle pas de la Ligue Méditerranée, donc je sais pas comment ça se passe ailleurs, mais je sais que... Non, mais parlons de chez nous déjà, c'est bien. je pense que ça va être à peu près pareil, mais la Ligue Méditerranée a lancé un recensement auprès de tous les clubs pour savoir les événements qui étaient prévus, que ce soit tournoi ou stage par exemple, pour après faire un point avec les collectivités et évoquer une aide financière. Donc ça, c'est une première chose. Après, tu parles des partenariats. Forcément, il va falloir réfléchir avec les entreprises qui vont avoir moins d'argent puisqu'elles ont dû fermer pour une majorité. Donc forcément, le financement du football amateur, ça va pas être leur priorité. C'est là où il va falloir être bon du côté des clubs, mais ça peut représenter pour plusieurs clubs une perte. Je peux pas donner de chiffres parce que je les connais pas et que ça dépend aussi des niveaux. Les clubs de national, des clubs de national, c'est des budgets de 2-3 millions d'euros. Juste pour l'équipe nationale, je parle. Des clubs plus petits, il y a des budgets de 400 000 € pour tout le club, 500 000 € et malheureusement, tous ces partenaires qui apportent 500 000 €, mais quand il y en a une vingtaine, ça fait déjà un petit chèque qui permet de payer des éducateurs diplômés pendant toute une saison et ça peut faire mal à certains clubs. Ouais. De toute façon, dans le monde amateur, le moindre euro, malheureusement, il est important. Donc, c'est clair que ça aura un impact encore plus gros pour eux. J'allais te demander, Cédric, toi qui est un peu à ton niveau investi dans le foot amateur, enfin dans le club du coup de ton patelin. Comment ça se passe là à la fin de saison? J'imagine que les matchs, les entraînements, tout a été arrêté. Comment ça se projette sur la suite? Moi, du coup, j'entraîne l'équipe de mon fils, du coup, des U8 à Saint-André. Donc, tout a été arrêté. Il n'y a plus d'entraînement, ce qui est au grand malheur de mon fils, qui joue plus du tout. Donc, il préfère jouer chez moi, du coup, apparemment. mais ouais, du coup, il n'y a plus rien du tout. Donc tous les tournois, ils ont été annulés jusqu'à nouvel an. On n'a pas trop de nouvelles. On a notre responsable de catégorie qui nous tient un peu au courant, mais pour l'instant c'est complètement bloqué. Donc c'est pareil, on commençait à avoir des tout ça qui nous aidaient au niveau des entraînements, tout ça. Donc ça, sans parler d'économie, mais même au niveau partenariat, ça nous a un peu coupé dans notre élan. Donc voilà, sans parler aussi des petits forcément qui sont malheureux et qui peuvent pas jouer. Mais bon, après on peut dire que c'est secondaire malheureusement, mais c'est compliqué à gérer aussi parce que ils jouent plus au foot, ça leur fait de la peine et voilà, ils sont enfermés à la maison. C'est clair que moi je suis au club de Saint-Sylvestre et donc je suis en contact régulier un peu avec les joueurs, avec les éducateurs et c'est très dur à vivre pour eux
de pas pouvoir courir, de pas pouvoir être avec les copains, et ça c'est compliqué. Nous, en plus à Saint-Sylvestre, puisqu'on parle des tournois, l'an dernier on n'avait pas pu le faire pour notre tournoi extérieur, donc qui est le gros événement de la saison. On n'a pas pu le faire pour diverses raisons, et donc on comptait vraiment sur cette année pour le faire et pour refaire rentrer de l'argent dans les caisses du club, également pour l'image. Et il est prévu toujours les 30-31 mai, mais là on a annulé déjà le tournoi du foot à 5 qui était prévu les 18 et 19 avril. Donc c'est vrai que l'échéance se rapproche pour mai quand même. Là jusqu'à fin avril, là de toute façon nous on avait un gros tournoi fin avril à Luynes, qui est un gros tournoi vers Marseille là-bas avec tous les plus gros clubs européens, l'Ajax d'Amsterdam, Séville, tout ça. C'est le team. Le team, ça. De quoi, pardon ? Ça s'appelle le team. Non ? Ça s'appelle la Pitchoun Cup. La Pitchoun Cup, ouais. Pitchoun Cup de Luynes. Ouais. C'est ça, ouais, exactement. La Pitchoun Cup et déjà dans la première catégorie, les U6, U7, qui avait lieu fin avril, ça a tout été annulé. Donc, et pourtant, c'est j'imagine l'organisation que ça doit être à préparer un truc comme ça avec de faire venir tous les gamins d'Europe et du monde entier. Donc à annuler, ça doit être encore plus compliqué. Bah là, le Gare-les-Dents, qui est l'un des plus gros tournois U13 de France, a annulé. Hein. Gare-les-Dents, c'est des équipes qui viennent du monde entier et ils ont dû annuler. Hein. C'est 90 équipes garçons, je crois, ou en tout, entre garçons et filles. Sur une seule catégorie, donc c'est compliqué pour le foot amateur. Là, c'est vrai que la période elle va pas être facile pendant, je pense, il va falloir 1 à 2 saisons minimum pour se remettre bien. Sur une note un peu plus légère, vous avez récupéré le terrain du Rail du coup à Saint-Sylvestre juste avant la fin du confinement. Est-ce que tu peux nous en parler, puisque bon, tant qu'à faire, c'est toujours une bonne idée de parler du Rail, je trouve. Donc ça fait plaisir. Ouais. C'est vrai que moi j'y suis très souvent puisque j'avais du temps avant le confinement. Et on l'a récupéré. Alors depuis le début de saison, on avait déjà les entraînements. Et là depuis le 13 janvier, puisqu'on a eu l'inauguration avec le maire Christian Estrosi et l'ancien président Nicolas Sarkozy, sont venus faire l'inauguration. On dispose du clubhouse, d'une buvette et de ce terrain qui est fortement symbolique pour les Niçois. Et c'est vrai que à chaque fois que j'y vais, ça fait bizarre, puisque j'ai toujours l'image du Ré en tête de l'ancien stade professionnel, et c'est un vrai changement pour nous. On en discutait hier avec l'un des éducateurs de mon club, et on se disait que ça avait redonné du peps à notre club. L'esprit familial qu'il y avait à Saint-Sylvestre est revenu, avec notamment des éducateurs qui viennent beaucoup plus facilement pour partager du temps, même quand ils n'ont pas d'entraînement, venir boire un verre à la buvette. Oui, c'est un clubhouse, c'est un lieu de vie déjà. Exactement, donc ça fait du bien aussi, ça réanime le club, et ça fait du bien d'utiliser cet espace qui est symbolique. Ouais, il y a toujours du foot au Rail du coup. C'est pas au même niveau qu'avant, mais c'est pareil. Franchement, on se demande même si c'est pas mieux. Oui, il y a eu certaines saisons où je pense que c'était pire que Saint-Sylvestre. Non, mais pour être un peu plus sérieux, c'est vrai que ça nous offre des qualités de travail qui sont sans comparaison avec ce qu'on avait avant à la CLUA ou au Forum. On a un terrain qui est beaucoup plus grand et on peut accueillir beaucoup d'équipes, beaucoup d'enfants en même temps. Donc ça, c'est vrai que c'est un vrai bonheur. C'est un bonheur. J'espère qu'on pourra aller voir après le confinement. Ça voudra dire que toute cette merde est derrière nous, et que tout reprendra à vie pour les clubs amateurs, les clubs pros aussi, et qu'on pourra enfin sortir. On l'espère. Ouais, vous êtes les bienvenus en tout cas pour venir faire une émission spéciale depuis le club de Saint-Sylvestre. Voilà, Brice. Tu n'as plus qu'à venir, t'as plus qu'à caler sur Nice, et puis. Alors, écoute, ça tombe bien, parce qu'en fait, on voulait faire un podcast sur le championnat du Nicaragua et on savait pas où le faire. Non, on va le faire en direct de Saint-Sylvestre. Ça va être un délire là. Ça peut être pas mal. Hein.
Tant qu'on n'a pas trouvé la chaîne IPTV qui le diffuse, moi je dis c'est mort de toute façon, mais bon. On va être obligé de faire en plus un podcast vidéo là avec les maillots du Nicaragua et tout, ça va être génial. Attends, je vais regarder sur AliExpress s'il n'y a pas des maillots du Nicaragua pas cher. Enfin, attends un peu quand même pour te faire livrer, hein, on sait jamais. Pour AliExpress, peut-être désinfecter le colis quand il arrive avec le facteur, tout. Je suis pas sûr. Que ça doit être trouvable, hein, les vidéos du championnat du Nicaragua. Oui, forcément. Streaming, il y a bien des sites de streaming pervers où il y a des gens qui matent les matchs du Nicaragua. À mon avis, il n'y a que sur le Dark Web que tu peux voir ça. Mais bon. Ouais, c'est ça. C'est clair. Bon les gars, en tout cas, merci beaucoup pour cette 4e libre antenne d'Avanti Niça. Merci à Bruno qui était avec nous. Bruno pour Dissata, le fanzine papier. Bruno, merci à vous pour l'accueil, merci beaucoup. C'est sympa. Et puis pour toi, merci à toi Tom d'être venu nous parler d'un truc qu'on ne parle pas très souvent, donc c'est le foot amateur. On parle très souvent donc, par rapport au confinement, les droits télé, etc., des clubs pro, mais pas assez des clubs amateurs. Donc merci d'avoir été avec nous et d'avoir mis un peu de lumière sur ce football-là. Avec grand plaisir, c'était un bonheur, merci pour l'invitation. Je vous en prie, il n'y a pas de souci. Merci Sky, merci Cédric. Et puis nous, si vous nous écoutez sur Apple Podcast, n'hésitez pas à noter le podcast et puis n'hésitez pas aussi à nous mettre des petits commentaires pour savoir comment vous avez apprécié l'émission. Voilà, merci beaucoup, merci à vous. Et puis on se donne rendez-vous très vite. Ciao, ciao. Merci, ciao tout le monde.